T, D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Michel Serrier, fondateur de la société InnoLifters, qui va nous parler de la combinaison entre le Design Thinking, le Business Model Canvas et le Lean Startup. Découvrez dès maintenant le 4e épisode d'une série annuelle dédiée au D de Design Thinking. Bonjour Michel. Bonjour Ophélie. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous pour partager ton expérience dans le domaine du design thinking et des méthodologies d'innovation de manière plus générale. Est-ce que tu serais peut-être d'accord de commencer par parler de toi et nous présenter brièvement ton parcours? Oui, donc Michel Serrier, je suis basé en Allemagne. J'ai fait une école de commerce en France et en Allemagne, dans la fin des années 80, on va dire. J'ai créé ma première boîte, mais ça n'a pas été un franc succès, donc j'ai dû chercher un emploi à la fin de mes études. Et je suis rentré dans une boîte qui à l'époque était une PME qui s'appelait SAP, puisqu'il n'y avait que 1500 salariés. Et j'ai fait pratiquement... J'ai passé un quart de siècle, plus une année chez SAP, pratiquement toujours dans le conseil. J'ai commencé par le conseil dans le domaine financier, sur lequel j'étais formé. Puis après, je suis passé au début des années 2000 sur tout ce qui était l'innovation et le conseil en technologie. Et j'ai été responsable au niveau européen de tout ce qui était le conseil technologique de SAP pendant quelques années, avant de vraiment, je vais dire, virer ma cutie vers tout ce qui était l'innovation au sens large du terme, et où j'ai pris les dernières 6 années chez SAP, donc de 2010 à début 2016. J'étais responsable de tout ce qui est l'innovation dans les services au niveau global, en interne et évidemment en externe avec les clients. Un des fondateurs de SAP en avait marre qu'on produise des produits qui n'étaient pas franchement simples à utiliser, d'un côté, et de l'autre côté qu'on développe des produits sans vraiment vérifier si les clients en avaient besoin, ce qui crée ce qu'on appelle en anglais un long tail au niveau des produits. Donc, SAP avait à l'époque, je crois, 1 millier de produits dans le portefeuille, dont peut-être 150 ou 200 se vendaient régulièrement, mais le reste était vraiment à la va que je te pousse. Et donc, le but, c'était, un, de réduire ce long tail, et deux, de faire des produits, dans la mesure du possible, que les utilisateurs aiment bien utiliser. Donc, pas juste les gens qui les achètent, parce que la plupart des gens qui achètent du SAP ou des systèmes comparables, c'est à cause de l'intégration et pour qu'on rentre les données qu'à un endroit et ainsi de suite, et qu'ensuite on puisse toujours justifier, même si on fait le reporting au plus haut niveau, qu'on puisse descendre jusque dans les fondements pour retrouver l'écriture qui a généré ça. Mais pour les utilisateurs à l'autre bout de la chaîne, c'était souvent la croix et la bannière d'utiliser des produits comme SAP. Et donc, il a poussé pour utiliser une méthode à l'époque qu'il avait découvert en Californie qui s'appelait Design Thinking. Donc, au début des années 2010, il a vraiment imposé cette méthode dans l'ensemble de la boîte. Donc, pas juste dans le développement, mais aussi au niveau de la vente et du conseil, sans vraiment savoir comment on allait l'utiliser au début, à part pour le développement, puisqu'à l'origine, le Design Thinking, c'est une méthode pour développer des nouveaux produits qui a été développée en Californie dans les années 60 par l'université Stanford. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus au début des années 2010. Et c'est là aussi où surtout dans le conseil, on a commencé à essayer de marier le design thinking avec d'autres méthodes. Parce que si c'est excellent pour travailler sur de l'innovation, des projets innovants pour développer des nouveaux produits ou des nouveaux services, c'est pas forcément la panacée quand il s'agit de générer des idées. Et que ce soit dans les processus de vente ou dans les ateliers qu'on faisait au niveau du conseil, c'est des ateliers qui sont beaucoup plus courts. Au niveau de la vente, j'ai rarement plus de 2 ou 3 heures avec un client. Et au niveau du conseil, j'ai rarement plus qu'une journée ou une journée et demie. Et donc, il faut que ce soit très effectif. Et au niveau de l'idéation, le design thinking, c'est pas forcément c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc, on a cherché à explorer d'autres méthodes, comme la méthode TRIZ, qui vient de Russie à l'époque, qui avait été développée au début des années 1900. Et on a aussi on a découvert, entre guillemets, par hasard, une nouvelle méthode qui venait d'apparaître, qui s'appelait le Business Model Canvas, et qui avait été inventé par Alex Osterwalder quand il a fait son doctorat, si je ne me trompe pas, ou son titre de professeur, je ne sais plus, avec Yves Pigneur comme top coach.
Et donc, on a commencé à regarder cette méthode en 2009-2010 et on a commencé à travailler ensemble avec Alex à la même période. Et on a cherché à voir comment est-ce qu'on arrivait à utiliser ou à mixer les deux méthodes en essayant de le faire sans tordre l'un ou l'autre, sans casser le bras à l'un ou l'autre l'une ou l'autre des méthodes. Et donc, on a exploré, on a fait quelques erreurs, mais pour finir, on a réussi à faire quelque chose qui, même encore aujourd'hui, enfin, les deux sont mariés. Tout le monde pense que le business model Canva utilise le design thinking, mais au départ, ce n'était pas du tout le cas. Et inversement, il y a de plus en plus de gens qui utilisent le business model Canva dans des ateliers design thinking, ce qui au départ n'était pas non plus du tout le cas. OK. Selon toi, du coup, quels sont les avantages de marier le design thinking vraiment avec le business model Canva en pratique au sein des entreprises? En fait, souvent, si je reviens à un concept plus large qui est l'innovation. Donc l'innovation, c'est pas juste d'avoir des idées. La différence entre une idée et une innovation, c'est une idée qui a du succès. Et souvent, quand je travaille avec des exécutifs, pour leur faire générer des idées qui a un sens au niveau du business pour eux, il faut tout de suite que ce soit quelque chose qui est viable au niveau du business. Et donc, dans ce cadre-là, si les auditeurs se rappellent de ce qu'on a discuté dans certains podcasts du passé, le design thinking, ça tourne autour d'une trinité. Un, la désirabilité, donc l'adoption. Donc, je vais dire, c'est le fait que l'innovation, l'idée soit une innovation. L'idée est du succès, c'est parce que j'ai impliqué les utilisateurs, les clients, les employés, enfin ceux qui doivent utiliser l'idée a posteriori. Deux, il faut que ce soit quelque chose qui fasse un sens, qui soit viable. Donc, c'est là où les exécutifs entrent en jeu et le fait que, à ce moment, si j'ai une bonne idée et qu'en plus elle apporte de la valeur ajoutée, pas seulement aux clients, mais à la boîte qui veut investir pour développer cette idée, ben, j'ai plus de chances d'arriver à trouver un sponsor en interne. Et trois, il me faut faire quelque chose qui est faisable et donc avoir la technologie adéquate pour développer cette idée et la rendre faisable. Et donc, quand je marie les trois, et que maintenant, si je reviens au niveau des exécutifs qui était la question, ben là, je peux utiliser le business model Canva pour demander aux gens quel est, par exemple, le modèle d'engagement que vous avez aujourd'hui, bien en partant sur celui qui est là aujourd'hui, et ensuite leur demander d'extrapoler sur quels sont les points forts, les points faibles, et sur cette base, ensuite développer celui qu'on aimerait bien avoir demain. Et avec ça, je les fais bouger sans vraiment les bouger, sans les secouer, on va dire. Je les fais bouger dans le domaine de l'idéation. Et comme je les implique, je suis aussi dans le domaine de la désirabilité. Donc, ils vont générer les idées auxquelles ils croient eux-mêmes. Et après, il ne restera plus qu'à résoudre la troisième inconnue, qui est la faisabilité. Et quand on travaille avec des exécutifs, la faisabilité, ça tourne souvent autour d'une matrice 2 par 2, dans laquelle je vais regarder sur un axe quel est l'impact que ça peut avoir, et sur un autre, quel est l'effort qu'il faut que je fasse pour arriver à mettre ça en place. Ou je pourrais en utiliser une autre, qui est de dire à quel point c'est novateur pour le marché sur lequel je veux aller avec cette idée, qui va être un axe, et l'autre axe, qui est à quel point est-ce que nous maîtrisons les technologies qu'il nous faut pour disrupter le marché. OK. Et est-ce que tu pourrais peut-être, maintenant qu'on a compris du coup l'importance, de combiner le business model Canvas avec le design thinking, est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur ce business model Canvas? De quoi est-il constitué? Comment ça fonctionne? Le business model Canvas, ça rentre sur une page A4 ou même sur une serviette, parce que j'avais assisté à une présentation de Alex où il nous avait fait travailler sur des serviettes dans un restaurant. Donc, en principe, on va dire, ça rentre sur une feuille A4, c'est 9 zones, et ces 9 zones, elles tournent autour des 3 cercles dont je viens de parler avant. Donc, tout à droite, il y a tout ce qui a trait à ma relation avec le client. Tout ce qui est à gauche, c'est une fois que je sais quels sont mes clients, quelle est ma proposition de valeur, comment est-ce que je veux atteindre ces clients, comment est-ce que je conserve ces clients, je peux ensuite dire, OK, une fois que je sais ce qui est sur la droite, comment est-ce que je fais en sorte que ma boîte en interne, ma supply chain et ainsi de suite, m'aide à livrer ce que je dois livrer, ce que je veux délivrer aux clients. Donc, c'est tout le côté logistique, on va dire, qui est sur le côté gauche. Et puis ensuite, la troisième zone, qui est tout ce qui est le côté viabilité,
C'est en fait les investissements que je dois faire pour livrer à droite les clients, ils ont un certain coût ou un impact négatif ou positif. C'est les coûts. Puis à droite de ça, dans l'image du business model Canva, en fait, il y a tous les impacts positifs qui peuvent être, oui, des revenus, mais ça peut aussi être le net promoter score, ça peut être le fait que je vais avoir plus de candidats qui vont vouloir postuler pour rejoindre ma boîte parce que d'un seul coup, je suis in. Et ainsi de suite. Donc, si je les reprends tout en détail, ben, il y a la première, c'est quels sont mes segments de clients. Mhm. La deuxième, c'est par segment de client, quelle est ma proposition de valeur que j'ai. Ce n'est pas forcément la même pour tous les segments de clients. La troisième, c'est comment est-ce que je vends à ces clients. La quatrième, c'est je veux essayer, dans la mesure du possible, de ne pas vendre qu'une fois, mais de réussir à fidéliser les clients. Donc, c'est comment est-ce que je construis le customer relationship. Qui, si j'étais Nespresso, ça pourrait être le club Nespresso. Mhm. Ensuite, une fois que j'ai donc ma proposition de valeur, que je sais comment je vends, à qui, et comment je les conserve comme clients, ensuite, vraiment, la deuxième partie, c'est, OK, une fois que je sais ça, quelles sont mes activités clés pour arriver à livrer cette proposition de valeur par segment de client? Quelles sont les ressources clés qu'il me faut? Comme par exemple, si je prends maintenant l'exemple d'un café Starbucks, les activités clés, ça va être de former les bons baristas. La ressource clé, ça va être d'avoir le café, mais aussi d'avoir les bons baristas aussi, ou d'avoir aussi les bons endroits pour positionner mes magasins. Et après, ce que j'ai à droite, c'est les partenaires. Donc, d'un côté, j'ai les clients, et de l'autre côté, j'ai les partenaires. Donc, si je reste avec Nespresso, par exemple, ils vont travailler avec Firmenich parce que c'est Firmenich qui leur donne certaines des senteurs. Ils vont avoir des fournisseurs de café. Ils vont travailler avec Wacker Chemie parce que la manière dont les capsules Nespresso sont collées, l'opuscule est collé sur le truc, c'est des joints qui sont livrés par Wacker Chemie et ainsi de suite. Ou les machines qui, eux, ne font que la planification des machines, mais les machines sont construites par des marques comme Krups et ainsi de suite. Et Ok. ça, en fait, remplir un tel business model, ça prend. Il n'y a pas besoin de suivre un cours. Oui, il y a des cours pour arriver à le. Mais en fait, dans un atelier, si on a un bon coach, il faut une demi-heure, maximum 3/4 d'heure pour remplir le business model Aziz et ensuite pouvoir bouger vers le business model du futur. Ok. Et juste un aspect psychologique. Souvent, quand on a en face de soi les exécutives et entre autres le directeur financier, quand on travaille sur des nouveaux business models, le directeur financier devient très rapidement très nerveux, parce que le nouveau business model, c'est forcément quelque chose qui va cannibaliser l'ancien. En tout cas, Mhm. psychologiquement, c'est la manière dont on enregistre ça. C'est pour ça qu'il y avait le directeur informatique de Solvay qui m'avait dit à l'époque qu'il avait arrêté de dire qu'on développait des nouveaux business models pour dire qu'on développait des nouveaux modèles de croissance. Et les nouveaux modèles de croissance, ça cannibalise pas, ça vient en plus. Mm. Voilà. Donc il faut jouer sur tous les tableaux et pas juste remplir avec des post-it ou des comètes les frameworks en A0. Non, mais très bonne astuce, très bonne astuce. Et j'ai cru comprendre du coup que tu as eu la chance de rencontrer Alexandre Osterwalder, une pointure dans le domaine. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus à son sujet? Parce que je pense que pas tout le monde ne le connaît. Alex, c'est un génie, on va dire. Il a vraiment inventé un truc qui est maintenant utilisé partout. Moi, je ne connais pas de méthode plus simple pour arriver en fait à faire documenter de manière rapide, complète, sans être complexe et sans descendre dans trop de détails. Arriver en fait à interviewer un exécutif ou une DG et arriver à leur faire documenter un business model en 30 minutes, pour ça, c'est un modèle génial. On peut même Donc Alex, avec ça, il a vraiment développé un truc génial. Il en a développé des variantes derrière. Donc il y en a une qui s'appelle le Business Model You, que j'utilise aussi pas mal, qui est de dire, en fait, si j'ai le business model pour une société, je peux aussi, moi, en tant qu'individu, j'en ai un aussi, quel que soit l'employé,
l'employé, il a des clients, donc il a des gens pour qui il travaille, et que je sois dans la comptabilité, dans la vente ou à l'usine, c'est la même chose. J'ai des clients pour qui je dois livrer, je les livre d'une certaine manière, ils reviennent vers moi parce que j'ai certaines compétences, mais pour délivrer mon travail, ben, il me faut un poste de travail, il me faut un PC, il me faut je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Donc je peux le faire pour moi en tant qu'individu. Et avec ça, pareil, j'arrive à découvrir plus facilement quelles sont mes forces et mes faiblesses aussi. C'est souvent difficile quand on a des employés dans son équipe d'arriver à arriver à vraiment poser les bonnes questions et arriver à savoir quelles sont toutes les skills que j'ai dans une équipe et comment j'arrive à rendre l'équipe plus forte en développant telle ou telle chose, c'est telle ou telle personne et ainsi de suite. Donc il en a fait un pour les individus. Ensuite, il en a fait un pour les équipes que je suis en train d'utiliser dans un autre projet en parallèle. Donc il y a un team Canvas. Il en a même fait un pour les enfants, parce que comme il a 2 enfants aussi, il a un développement pour les enfants. Et après, il a rajouté des variantes sur la culture et ainsi de suite. Ok. Mais c'est vraiment génial comme méthode. C'est rare de voir des méthodes où en fait, elles sont applicables, quelle que soit l'industrie. Il y a pas de je peux les utiliser dans plein de trucs différents et de la même manière, moi, quand j'étais à l'époque chez SAP, en fait, on avait souvent, le problème quand je cherche à parler de nouvelles technologies ou de nouveaux trends, c'est comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que l'informatique comprenne exactement ce que le business veut avoir et inversement, que le business soit pas noyé par l'informatique avec des détails technologiques qui sont pas forcément importants, à ce moment-là de la conversation. Et en fait, en utilisant le business model Canvas, ça peut être la rosette que je peux utiliser en fait comme Champollion à l'époque pour arriver à brancher les 2 moitiés d'un cerveau dans la boîte qui sont vraiment, tout ce qui est la techno et le business. Ok, parfait. Et je me posais juste une question par rapport au business model You. Est-ce que tu conseillerais de l'utiliser comme outil RH, par exemple, au Donc, sein d'une entreprise? nous, à l'époque, on l'utilisait chez SAP et puis il y a d'autres boîtes avec qui je travaille qui l'utilisent aussi. C'est pas tant HR qui le pousse, ils le mettent à disposition, mais c'est surtout certains managers à qui ça parle, Ok, qui l'utilisent. Et comme ça ne demande pas une grosse formation derrière pour demander aux employés de le remplir par eux-mêmes, ben, c'est pas hyper complexe à faire, quoi. Et après, je peux le consolider et arriver à avoir une espèce de heatmap de mon équipe, de là où j'ai des points forts et là où où il faut encore que j'investisse un peu. parfait. Je me demandais aussi, est-ce que tu essayes aussi de combiner, le business model Canva, le design thinking avec le lean startup? Comment tu mets ça en pratique? Bah, en fait, ce que je reprends du Lean Startup, c'est tout ce qui est l'agilité. D'ailleurs, Gartner a créé un cycle où il y a le Lean Startup, le Design Thinking et le Business Model Canva. Et je peux marier les trois, en fait, parce que le Business Model Mmh. Canva et le Design Thinking, si je rajoute le Lean Startup, ben, en fait, j'arrive à faire en sorte le Design Thinking, c'est inclus dedans, normalement. C'est le fait que ce soit itératif. Mais en Mmh. fait, la plupart des gens l'utilisent comme un processus et oublient que c'est itératif. Le business model Canva, c'est juste un framework et les gens pensent, une fois que je l'ai rempli, la plupart du temps, une fois que je l'ai rempli, c'est bon, alors que ça devrait être quelque chose qui est vivant, que j'ai en A0 sur mon mur, où j'écris pas dessus, mais j'utilise des post-it pour pouvoir le bouger, jouer avec les hypothèses. Et ça, c'est là où je peux utiliser le Lean Startup en disant, ben, tout ce que je fais avec ça, ça va être forcément quelque chose qui va être fait soit en 3 jours, soit en 3 semaines, soit en 3 mois, soit en 3 trimestres, et faire quelque chose qui doivent toujours aller vite en restant agile. Et parce que ça va vite et parce que je reste agile, je n'investis pas trop de temps, évidemment, puisque ça va vite. Et quand je n'investis pas beaucoup de temps, je ne vais pas non plus investir beaucoup d'argent. Donc j'arrive en mariant les trois, à avoir quelque chose qui me permet d'aller vite, de prendre des décisions, de prendre plus de risques, tout en étant relativement frugal sur mon approche. Et tu as brièvement mentionné Gartner. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette personne qui a développé le concept de Lean Startup et quels sont un peu les principes, clés du Lean Startup? Que tu as Euh, déjà brièvement mentionné dans ton explication, mais si on faisait une synthèse. Bah, le Lean Startup, c'est plus une approche pour dire, comment est-ce que j'arrive à faire quelque chose qui soit léger et pas lourd,
Donc, dans les deux mots, il y a lean et il y a startup. Donc, comment est-ce que j'arrive à faire quelque chose en travaillant comme une startup, d'un côté, et de l'autre côté, en étant lean, donc léger dans mon approche. Ce qu'ont prêché les grands prêtres du lean startup, c'est vraiment ça. C'est de dire comment est-ce que j'arrive à introduire dans une société, dans une organisation, une approche qui me permette d'être tout le temps agile, de travailler comme une startup où on essaye de pas trop se limiter par les processus, même s'il doit y en avoir. C'est ça le fondement du Lean Startup. Il n'y a pas derrière forcément une grosse méthode. Et après, dessus, je peux poser le business model Canva qui me permet d'apporter un peu de structure et utiliser le design thinking aussi comme processus. Alors, il faut faire attention à ne pas créer deux mondes dans les boîtes. Avec ce genre d'approche, Lean Startup, Design Thinking, Business Model Canva, on a souvent une moitié de la boîte ou les trois quarts de la boîte qui regardent ceux qui font ce genre de nouvelle méthode en disant eux, ils ont le droit de jouer et nous, on doit travailler, entre guillemets. Il faut vraiment essayer de faire en sorte de ne pas oublier que si la boîte pour laquelle je travaille, elle existe depuis 50, 60, 120 ans et ainsi de suite, c'est qu'il y a des choses qu'on sait bien faire. Et le but, c'est pas parce qu'on commence à explorer ces nouvelles méthodes avec design thinking, business model, lean startup ou même safe et ainsi de suite. Le but, c'est pas de dire on va mettre à la trappe tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est juste de dire, avec ces méthodes-là, je peux explorer de nouvelles choses en le faisant relativement rapidement. Maintenant, il ne faut pas oublier que ces méthodes, et c'est souvent pour ça que les startups périclitent, c'est parce qu'en fait, elles ont pas le savoir-faire pour scaler. Toute l'histoire et toute la puissance d'une corporate, c'est justement ça. C'est, je sais comment faire en sorte de scaler les processus, comment arriver à pas servir 10 ou 20 ou 30 clients avec un produit, mais 100, 1000, 100 000. Comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que mon organisation, je suis pas obligé d'avoir 3000 personnes pour tailler 3 crayons, mais d'avoir quelque chose qui fonctionne proprement. Tout ça, c'est ce que j'ai déjà dans la boîte aujourd'hui. Et le but, c'est de marier les deux entre une petite partie qui expérimente et une grosse partie qui reprend ses expérimentations. Donc, c'est un cycle. Et on est de nouveau dans le Lean Startup, en fait. Hein. C'est un cycle où je teste des choses, je me plante de temps en temps, je fais différemment, je reteste. Et une fois que je passe la rampe, bah, je passe dans le mode scale-up et je suis après dans mon mode corporate. Alors ça va créer des frictions parce que souvent, par exemple, quand on fait des projets innovants avec ces nouvelles méthodes, les chefs de projet classiques s'y perdent un peu parce que c'est pas un processus linéaire, mais que c'est itératif. Mais il faut arriver en fait et là, il y a pas de recette miracle. Il faut arriver à trouver le modus vivendi entre le mode innovant et le bon moment où je vais commencer à sortir du mode innovant et professionnaliser l'innovation pour que ça scale derrière. Ok. Et pour ça, il faut créer des stage gates. Mais là, pareil, il n'y a pas one size fits all. Il faut regarder qu'est-ce qui correspond à quelle boîte, à quelle catégorie de produit, parce que même si je trouve quelque chose qui fonctionne pour une division dans une boîte, ben, ça ne va pas être la même chose dans l'autre division et ainsi de suite. Ok. Tu as brièvement mentionné les frictions, Oui. que cela peut générer des frictions. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce type de frictions qui peuvent être occasionnées par la mise en place des méthodologies d'innovation, le fait justement de pousser une entreprise à sortir de sa zone de confort ou à repenser ses processus? Donc les frictions, elles commencent par le fait que personne n'aime le changement. Et quand j'utilise ce genre de méthode, c'est généralement parce que je veux innover. Et l'innovation, c'est un coût. Un coût, c'est un risque. Donc il y a une grosse partie de l'entreprise qui commence à dire donc l'innovation, c'est un risque. Donc j'ai déjà le problème que la plupart des boîtes ont du mal à innover Mmh. parce que ça a un coût et que donc c'est un risque. Quand je viens avec ces méthodes, généralement, c'est quelque chose qui est voulu par le top management et j'implique souvent des gens qui sont à la base dans la boîte. Et donc, il faut que je fasse très, très attention à ne pas perdre en route tout mon middle management, parce que sinon, je me crée un deuxième front avec des gens qui sont entre le marteau et l'enclume et qui savent plus où ils sont. Et après, il y a tout le côté, une fois que la sauce commence à prendre, je vais dire, que la mayonnaise commence à prendre, pour ainsi dire, ben là, je me retrouve dans le cas ce que je disais avant, qui est en fait de dire il faut que j'arrive à apprendre en tant qu'organisation
quel est le moment où un projet qui tourne en mode innovation, donc itératif, à quel moment est-ce que je le fais bouger dans le mode de projet classique? Parce que si je ne le fais pas bouger dans le mode de projet classique, j'arriverai pas à le faire intégrer, digérer par le reste de l'organisation. Et c'est pas juste la question, c'est pas de le faire digérer en disant il va disparaître. Le projet, c'est juste que si je le fais pas passer dans l'autre mode, je n'arriverai pas à le scaler. Ouais. Je fais de l'innovation, le but, c'est pas de le faire pour 100 000 personnes. Le but, c'est peut-être de le faire, d'avoir une pré-série où j'en ai 500 ou j'en ai 1000. Mais après, ça s'arrête là. Après, c'est si je veux faire quelque chose de plus grand, de plus gros, il faut que je le passe à travers les processus normaux. C'est une phase d'ajustement qui ne dure pas juste 3 ou 4 semaines. C'est généralement quelque chose qui dure 1 ou 2 ans pour trouver la manière de réduire ces frictions, trouver le vocabulaire qu'on veut avoir dans la boîte. Il y a des boîtes qui vont parler à partir du moment où c'est un prototype, ben et avant que ça devienne un pilote, on le fait passer dans l'autre projet. Il va y avoir des boîtes comme Google, par exemple, qui, elle, parle de tant que je suis dans le prétotype, et donc pas dans le prototype. Dans le prétotype, je parle que business et pas technologie. Et dès que je passe en mode prototype, je passe dans le mode technologie. Ainsi. Mais il faut trouver, il n'y a pas de vrai, pas de faux. Enfin, il n'y a pas de faux surtout. Il faut arriver à trouver le langage qu'on veut utiliser et la manière dont on veut faire le phasage dans sa propre boîte en fonction de sa culture. Et comme dit, c'est pas forcément la même chose en fonction des divisions. Si j'ai une boîte qui fait des trucs vraiment différents, ben, s'il n'y a pas de... Encore une fois, je ne peux pas faire du copier-coller de ce qui a marché dans une division et le coller sur la deuxième. Ça ne fonctionnera pas. Et pour réduire les frictions, j'en ai encore parlé hier avec un prospect, ce qu'il faut surtout faire, c'est impliquer, ce que je venais de dire avant, impliquer tous les niveaux de l'organisation depuis le départ et faire tout ça vraiment en mode itératif. Donc, pas hésiter à faire des petits cycles. Souvent, je vais avoir des parties de l'organisation ou des personnes qui sont responsables pour une partie de l'organisation qui sont plus innovantes ou plus ouvertes à l'innovation ou au changement que d'autres. Donc, ce n'est pas la peine d'aller en mode frontal vers quelqu'un qui n'a pas envie au départ. Il vaut mieux au départ chercher à travailler avec les gens qui ont envie, apprendre avec eux, créer des succès avec eux et rebondir sur ces succès pour ensuite s'étendre dans le reste de l'organisation. Et je me demandais si tu avais un exemple à nous donner d'un développement de produit que tu as accompagné et qui est passé par toutes ces phases, c'est-à-dire, design thinking, business model Canva avec justement, cet esprit lean startup et qui après a été passé, dans la phase de développement pur pour, le scale-up. Oui, alors en mode accéléré. OK. Il y a une forme de toute cette histoire qui s'appelle le sprint, Mmh. qui normalement à l'origine a été développé par Google pour développer des apps en 5 jours, en ayant un premier jour qui est développer un contexte, un deuxième jour, donc une compréhension commune des gens qui sont dans l'atelier, développer une compréhension commune. 2, générer des idées pendant toute une journée. 3, se mettre d'accord sur la story, l'histoire qu'on veut bâtir, donc prioriser les idées, prendre la plus grosse et puis se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire. 4, le prototypage et 5, le test et la validation avec des vrais utilisateurs. Et en fait, on a fait ça avec une société industrielle pour développer un nouveau produit, en l'occurrence de la peinture en poudre, parce que dans le marché européen, dans la peinture et dans les liquides qui sont dans la peinture, il y a des biocides qui influent sur le pH. Et donc, en Europe, il y a de plus en plus de lois qui veulent réduire ce pH qu'on peut avoir dans des produits comme la peinture. Pour pouvoir continuer à vendre de la peinture, le plus simple, c'est de la mettre en poudre et donc j'ai plus de liquide et donc je n'ai plus de biocides dedans. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce que j'arrive à, développer un produit de la peinture en poudre, 2, la rendre intéressante pour les peintres en bâtiment, mais aussi pour les do-it-yourself, donc nous, quand on veut faire des retouches et ainsi de suite. Et pour ça, on a utilisé le sprint, mais évidemment, développer un produit comme la peinture en poudre, c'est pas quelque chose qui prend une journée pour développer le proto. Donc, c'est quelque chose qui a pris 6 semaines. On a d'abord fait quelques meetings d'alignement avec le client.
Ensuite, on a eu la première journée pour faire le contexte. On a généré des idées pendant la deuxième journée. On s'est mis d'accord sur 2 idées qu'on voulait poursuivre. Une qui était pour les peintres en bâtiment et une deuxième qui était même pas pour les do-it-yourself, mais ça, je l'expliquerai après, mais plus pour faire des retouches dans un appartement. Si par exemple j'ai des enfants et qu'ils se prenaient avec un crayon couleur et que un crayon ça va encore, mais chez nous, nos gamins ils avaient été passés dans la salle de bain avec des feutres entre les carrelages et puis ils avaient fait tout l'escalier et tout. Ah, c'est Euh, vrai. et quand on avait Ils demandé sont aux 2 créatifs, tes enfants, enfants. voilà, quand on était rentrés avec ma femme de la soirée en demandant qui c'est qui avait fait ça, les 2 se sont montrés du doigt en disant c'est lui. On n'a jamais su qui c'était, mais je pense que c'était les 2. Et à l'époque, donc ça m'aurait bien aidé de pouvoir en fait prendre 2 cuillères de peinture en poudre blanche, de pouvoir la mettre dans l'équivalent d'un shaker, de pouvoir la transformer en peinture et puis ensuite de le passer avec un petit pinceau et puis faire des petites retouches. Donc c'était dans cette idéation. Cette boîte, elle a réfléchi à comment ils pouvaient développer la peinture en poudre et 2, ils ont développé un cas d'usage qui n'était pas pour les peintres en bâtiment et pas pour les do-it-yourself non plus, mais plus pour nous qui sommes au foyer, je vais dire, et qui en ont besoin chez nous pour faire des petites retouches. Et donc, on a développé les 2 protos en parallèle. Alors, développer le shaker, ainsi de suite, c'est un peu plus simple que de développer la peinture en poudre. Mais la peinture en poudre, ça a pris 3 semaines. Ensuite, ils l'avaient. Pendant ces 3 semaines, on a aussi construit la salle de prototypage parce que pour inviter des peintres en bâtiment et leur demander de tester le tout, il faut une salle avec des grands murs, il faut des caméras pour filmer puisqu'on veut regarder qu'est-ce qu'ils font à tout moment. Et après, le lendemain, on les a donc le 5e jour. Donc, quand on les a invités pour le proto, ils ont peint, ils ont répondu ensuite à des questions et puis ils nous ont donné du feedback. Et c'était intéressant de voir que oui, ils prenaient plus de temps pour verser de l'eau dans la peinture et pour remuer, mais que derrière, visiblement, cette peinture, elle accrochait mieux, que donc ils prenaient moins de temps pour nettoyer les seaux derrière qu'avant. Et puis ce qu'ils ont aussi expliqué, c'est que de toute façon, même quand ils achètent de la peinture finie, eux, ils la rallongent. Donc de toute façon, ils ne perdent pas tellement plus de temps à remplir le seau avec de l'eau comme ils veulent l'avoir que de rajouter de l'eau pour qu'ils l'aient comme ils veulent, même dans une peinture qui est déjà liquide. Donc il y avait plein des choses intéressantes qu'on a remarquées qu'on ne savait pas avant sur la manière dont les utilisateurs utilisent un produit. Donc sur 5 jours, en fait, on a passé tout le processus. Tout ça, c'était le projet innovation. Donc c'est pas passé par un mode de projet classique. Mais derrière, une fois que donc on avait cette validation, ce qu'a fait la boîte derrière, c'est qu'elle est allée encore à un salon pour présenter les produits à leurs revendeurs, puisque c'était du B2B et que les peintres en bâtiment qu'on avait, eux ne l'achetaient pas directement de cette boîte, mais de Bricodis ou Bricorama ou je ne sais pas quoi. Et donc, ils ont présenté ça encore à leurs revendeurs. Et quand leurs revendeurs ont dit banco, ensuite, ils sont passés en mode projet normal pour mettre en place les outils qu'il leur faut, enfin les machines qu'il leur faut dans l'usine pour pour fabriquer ce type de peinture, faire tout le conditionnement, la logistique et ainsi de suite. Parfait, parfait. Très intéressant. Et est-ce que tu voudrais nous en dire plus sur, est-ce que tu as un autre exemple à partager ou un mot de la fin? Non, la seule chose que je dirais, c'est quand on utilise ce genre de méthode, donc le design thinking ou quand on utilise le business model Canvas, c'est moins le. Donc pour le business model Canvas, ce qu'il est important de rappeler, c'est que donc de la même manière que pour l'innovation, les organisations sont une organisation qui est là, qui a été créée pour livrer des choses qui existent. Elle voit l'innovation comme un anticorps. Donc elle a tendance à rejeter cet anticorps. Donc souvent, il faut imposer des règles. Donc, par exemple, chez SAP à l'époque, on avait décidé que pour tout nouveau produit qui sortait, il fallait que le responsable du produit, le product manager, il développe un business model Canva. Donc, il y en avait un standard, mais c'était à lui de réfléchir si, grâce à ce nouveau produit, on n'était pas en mesure, il n'y avait pas une opportunité pour faire du business de manière différente. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le fait pas encore de la manière classique, mais peut-être qu'il y a encore quelque chose de différent et d'additionnel qu'on pourrait faire. Alors, une fois qu'il a fait ça, il y avait une équipe centrale qui existe encore chez SAP, qui a été créée en 2013, qui est toute petite. Donc, pour une boîte de 100 000 personnes chez SAP, ou 100 000, c'était à l'époque. C'est une équipe de 5 personnes qui ne faisait rien d'autre
que de vérifier si le business model Canva, indépendamment de la manière dont fonctionne SAP, si ce business model Canva, il fonctionnait. Et donc derrière, il venait dans un comité de pilotage, et dans ce comité de pilotage, toutes les divisions de SAP étaient représentées, et le responsable du produit, si le business model avait été validé par l'entité centrale en finance, présentait sur un slide le business model et la recommandation. Et le comité de pilotage disait lever le pouce ou baisser le pouce pour dire on y va ou on n'y va pas. Et s'il disait on y va, ça touchait probablement pas tout le monde tout de suite. Mais en tout cas, il n'y avait plus personne qui pouvait dire j'étais pas au courant. Et deux, ensuite, c'était tout ce qui était l'organisation du directeur financier de modifier ou d'adapter les processus chez SAP pour arriver à vivre avec ce nouveau business model. OK. Et ça, pour moi, c'est quelque chose à quoi il faut faire vraiment attention. Et donc, le business model Canva, c'est vraiment un outil génial. Il faut vraiment, pour chaque nouveau produit, regarder est-ce que je suis vraiment obligé de faire ça de la même manière que ce que j'ai fait avant ou est-ce que j'ai une opportunité de faire quelque chose de totalement différent. Et deux, pour que la direction financière produise des antibiotiques qui fonctionneront contre l'anticorps dans l'organisation, il faut avoir une petite équipe ou un processus qui permette de faire en sorte qu'on valide ce genre de nouveaux business models à la place de trouver des gens qui vont nous expliquer pourquoi, si on l'a jamais fait jusqu'à présent, c'est qu'il y a une raison et qu'on n'en a pas besoin pour les 25 ans qui viennent. Si vous ne pouvez pas oublier une chose, l'innovation, c'est toujours la même chose. Si c'est faisable, si tu ne le fais pas toi, quelqu'un d'autre va le faire.